Au printemps 1944, les bombardiers de la Royal Air Force et de la 8e Force aérienne américaine lancèrent une série de raids importants et précis sur une cible mystérieuse du nord de la France. Les bombardiers n'étaient qu'une des composantes d'une guerre scientifique secrète opposant l'Allemagne et les Alliés depuis le début des hostilités. De leurs efforts dépendait la défaite de ce que Hitler appelait les armes de la revanche. L'objectif des bombardiers a survécu jusqu'à aujourd'hui. Une grande construction sinistre en béton dans le Pas-de-Calais. Au printemps 1944, sa destruction était prioritaire pour le haut commandement allié. Sous le dôme, les Allemands avaient prévu d'assembler des missiles à longue portée qui devaient être lancés sur le centre de Londres. Les bombardiers frappaient le site et le réseau de rails destinés à transporter les missiles jusqu'à leur rampe de lancement. Pendant que les bombes pleuvaient sur le dôme, le progrès de la lutte contre les armes de la revanche était orchestré par les services secrets britanniques. Quand les Allemands allaient-ils lancer leurs missiles sur la capitale britannique et qu'allaient contenir leurs ogives? Ce missile n'était pas la première des armes de la revanche de Hitler. Cet honneur avait échu à l'ancêtre du missile de croisière, la bombe volante V1, comme l'a surnommé les Britanniques. La bombe volante leur devint familière en juin 1944, quelques jours à peine après le débarquement du jour J en Normandie. Des batteries antiaériennes furent déployées le long de la côte anglaise pour intercepter les V1 dès qu'ils franchissaient le rivage. Les V1 franchissaient le barrage en tout sautant comme de vieux modèles de Ford T. Ils survolaient l'intérieur des terres en direction de l'objectif le plus important du monde. Le corps royal d'observation suivait leur progression. Sous le passage des bombes volantes, les Londoniens apprirent à interpréter leur son éloquent. Quand le moteur s'arrêtait, le V1 était sur le point de plonger vers le sol. Pour les Londoniens fatigués par la guerre, le V1 était une nouvelle menace difficile à supporter nerveusement. Le Premier ministre Winston Churchill et son conseiller scientifique, Lord Cherwell, créèrent un comité pour affronter la menace des V1. Et le 7 septembre 1944, son président, Duncan Sandys, annonça que les V1 étaient maîtrisés. Mais sa confiance était déplacée. La bataille de Londres n'était pas finie. La phase 2 allait commencer. Vers 18h30, le 8 septembre, les Londoniens entendirent un énorme double bang. Un épais nuage de fumée s'éleva au-dessus de Chiswick, à l'ouest de Londres. On annonça à la population que les détonations provenaient de l'explosion d'une conduite de gaz. Mais le ministère de la guerre anglais en savait plus. La destruction de Chiswick annonçait l'arrivée d'une nouvelle arme de la revanche. Le missile V2. L'histoire du V2 se confond avec la vie de deux hommes, le militaire de carrière Walter Dornberger et le brillant jeune technicien Werner von Braun.
À la fin des années 20, la passion juvénile de von Braun pour le voyage dans l'espace s'était canalisée dans l'expérimentation pratique de fusées. Encore étudiant au Collège technique de Berlin, von Braun assista à des essais organisés par l'Association allemande pour les fusées. Quand en 1932, l'association fut dissoute, von Braun trouva un emploi au département des missiles de l'armée comme assistant technique pour étudier les carburants liquides. Selon les termes du traité de Versailles, signé après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, l'armée allemande se voyait interdire l'artillerie lourde. Mais les missiles n'étaient pas interdits. L'homme des missiles de l'armée allemande était Walter Dornberger, un expert en artillerie. Dans ses mémoires, Dornberger rappelle qu'au début des années 30, le plus grand succès de l'artillerie avait été l'énorme canon installé à Paris, la Grosse Bertha. Ce monstre tirait des obus de 21 cm, chargé de 12 kg d'explosifs sur une distance de 90 km. Mon idée de gros missile était quelque chose qui devait envoyer une tonne d'explosifs à plus de 350 km. En 1932, Dornberger unit ses forces à celles de von Braun pour développer des missiles pour une petite unité du bureau de l'armement. Dornberger donna à von Braun une liste de requêtes. Parmi celles-ci, il était stipulé que tous les 300 mètres, seule une déviation de 60 cm par rapport au point d'impact serait acceptable. Il limita aussi la dimension du missile en insistant sur le fait qu'il devait être transporté par la route et que les transporteurs et leur cargaison ne devaient pas dépasser le poids admis pour un véhicule routier. L'intuition de Dornberger était remarquable. Il avait anticipé le missile balistique transportable qui, 30 années plus tard, allait devenir un des éléments clés des arsenaux des superpuissances pendant la guerre froide. Quand Adolf Hitler prit le pouvoir en Allemagne en janvier 1933, le programme de missiles connut un regain d'intérêt. Hitler voulait un programme de réarmement. Il fut lancé en secret. Mais après 1935, il fut poursuivi ouvertement. Ce programme n'alarma pas seulement les voisins de l'Allemagne, il inquiéta aussi énormément le haut commandement militaire allemand. Il craignait que la Wehrmacht ne puisse pas assumer une expansion aussi rapide. Mais l'un de ses bénéficiaires reconnaissants fut le programme de missiles conduit par Dornberger et von Braun. En 1937, ils reçurent les fonds pour installer une station d'essai à Peenemünde, une île retirée de la mer Baltique. Ici, ils se consacrèrent au développement des V2 que les Allemands appelaient le A4. À l'autre bout de l'île, l'aviation allemande, la Luftwaffe, avait développé la bombe volante V1 sous le nom de FZG-76. Sur un fond de crise européenne qui s'aggravait, les scientifiques et des techniciens de Peenemünde accéléraient la mise en œuvre du programme V2. Des prototypes à petite échelle furent testés avec succès. L'avenir se présentait bien pour Dornberger et von Braun. Des parachutes permettaient la récupération des prototypes en mer. Un von Braun enthousiaste était ravi de se déshabiller pour donner un coup de main lors de la récupération des petits V2. Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne fut précédée par des avions d'un type plus conventionnel que le missile en gestation de von Braun. La force aérienne polonaise, d'abord dispersée, ensuite décimée, fut balayée par la Luftwaffe. L'armée allemande envahit la Pologne en 6 semaines. C'était la première démonstration de Blitzkrieg de la guerre éclair. Avant même la reddition formelle des Polonais, Hitler était venu dans le port de Danzig haranguer ses généraux victorieux. Il annonça qu'il possédait une arme mystérieuse qui placerait l'Allemagne dans une position invulnérable. Mais si le Führer faisait allusion au V2, son enthousiasme allait être de courte durée.
il ordonna assez vite une réduction du programme de développement de missiles. Albert Speer, qui fut ensuite son ministre de l'Armement, pensait que si les V2 avaient été déployés plus tôt, ils auraient pu jouer un rôle crucial. We had no bombers which could reach England with a heavy load, and there was something which was not, there was no defense against it, and if we would have succeeded to bring maybe a few hundreds a day to London for a while, then it would have been a great shock. Mais en 1940, les Britanniques survécurent à la bataille d'Angleterre et au Blitz. Au printemps et en été 1941, Hitler se tourna vers l'Est pour franchir les Balkans et envahir ensuite l'Union soviétique. Dans une succession d'encerclements massifs, l'armée allemande détruisit des milliers de tanks russes. Sous un ciel d'été enflammé, ils isolèrent et capturèrent des millions de soldats de l'armée rouge. Le Blitzkrieg semblait avoir fait une nouvelle victime. Mais en décembre 1941, les neiges du redoutable hiver russe interrompirent l'avance allemande aux portes de Moscou. À Peenemünde, des tests étaient effectués à présent avec des missiles grandeur nature, avec des résultats mitigés. Mais malgré des revers techniques, von Braun et Dornberger avançaient inexorablement vers la réalisation de leurs rêves. Loin de Peenemünde, le cours de la guerre était en train de se retourner contre Hitler. En Afrique du Nord, en 1942, le maréchal Erwin Rommel avait subi une défaite décisive à la bataille de El Alamein. En Russie, la 6e armée allemande allait bientôt être engloutie dans la bataille de Stalingrad. Pour la campagne de Stalingrad, les pertes allemandes s'élevèrent à 1,5 million d'hommes. 100 000 soldats de la 6e armée furent capturés. Ce désastre conduisit à accélérer le programme de missiles allemands. En octobre 1942, alors que la tragédie commençait à se développer, von Braun et Dornberger réussirent un essai de V2. Albert Speer. Suddenly there was a huge noise and a tremendous shivering of the soil. I must say it was one of the biggest impressions I had in my whole life. Then this huge missile was against all the rules of gravity, lifting slowly, slowly, and then faster and faster, and with the thunder was disappearing in the clouds. En décembre 1942, Speer donna l'ordre de démarrer la production de masse du V2. Mais ce n'est que quelques 6 mois plus tard que Hitler put voir le film d'un essai de tir du missile de von Braun. Il fit forte impression sur le Führer. Hitler déclara que le missile allait être l'arme décisive de la guerre. Mais le programme d'essai continu de Peenemünde montrait que les missiles de von Braun étaient encore une arme fragile. La base voisine de la Luftwaffe était davantage sous le feu des V2 que Londres. À Londres, on commençait à concevoir ce qu'était le programme de missiles allemand. L'homme au centre de l'histoire était un jeune scientifique brillant, le Dr Jones. Au milieu des années 30, il avait participé à des recherches sur l'utilisation des infrarouges dans la détection des avions. De ce travail, il n'y avait qu'un pas vite franchi par l'équipe pour développer le système de radar anglais qui allait être vital pour assurer la victoire dans la bataille d'Angleterre.
Jones allait devenir un personnage clé dans le monde du service secret scientifique. Au ministère de l'Air, son rôle était celui d'un chien de garde, anticipant et enquêtant sur ce que les Allemands pouvaient préparer. Jones et son équipe agissaient dans la détection et brouillage de nombreux systèmes électroniques militaires allemands, notamment celui de radionavigation qui guidait les bombardiers de la Luftwaffe vers leurs objectifs pendant le Blitz. Jones était le combattant d'une guerre inconnue menée dans le plus grand secret et de la plus grande importance pour l'effort de guerre allié. En 1940, Jones et son équipe avaient joué un rôle décisif pour la survie de l'Angleterre. Leur savoir-faire allait encore être mis à l'épreuve. Jones avait commencé à examiner les dossiers des services secrets pour trouver des indices sur l'arme mystérieuse que Hitler avait évoquée. Ces dossiers se trouvaient à l'école gouvernementale de décryptage de Bletchley Park. Jones se retrouvait au cœur des services secrets militaires anglais. À Bletchley, Jones conclut que l'Allemagne ne possédait pas encore l'arme décisive à laquelle Hitler avait fait allusion. Il dressa une liste des possibilités auxquelles les services secrets devaient s'intéresser. Le point 5 stipulait « canon à longue portée et missiles ». Alors qu'il était encore à Bletchley, Jones reçut un pli déposé à l'ambassade britannique de Oslo. Il provenait d'un correspondant anonyme et contenait une lettre détaillée qui fut célèbre par la suite sous le nom de rapport de Oslo. And the letter purported to come from somebody who wished us well, who, if one could believe it, knew a great deal about German research developments. And he said there were a number of things going on. He told us about the Ju-88 being used as a night fighter, as a dive bomber, for example. He mentioned Peenemünde. He also mentioned that they were developing large rockets, although he didn't actually say they were being done at Peenemünde. And it was the first mention we'd had of Peenemünde. He also told us about the development of pilotless aircraft that was going on. Les missiles V n'étaient pas le seul résultat de ces recherches. Les Allemands développaient un planeur propulsé et commandé à distance qui, en 1943, allait être utilisé contre les convois alliés en Méditerranée. Les supérieurs de Jones, y compris Lord Cherwell, étaient convaincus que le rapport de Oslo était un faux. Jones pensait le contraire. En décembre 1942, les services secrets britanniques reçurent un message provenant d'un ingénieur au Danemark qui annonçait que les Allemands avaient développé un missile capable de transporter 5 tonnes d'explosifs sur une distance minimale de 250 km. Un second rapport venu de Suède affirmait que ces armes étaient fabriquées à Peenemünde. C'est alors qu'en mars 1943, la lumière se fit pour les services secrets. Elle provenait d'une source inattendue, des généraux allemands capturés en Afrique du Nord. Le général Ludwig Cruel avait été le second du maréchal Rommel jusqu'en mai 1942, quand il fut fait prisonnier par les Anglais. Le général Wilhelm Ritter von Thoma, l'un des meilleurs commandants de Panzer de Rommel, avait été capturé à la fin de la bataille de El Alamein. Il avait rendu hommage à son vainqueur, le général Montgomery. Ces deux prisonniers de guerre de haut rang se retrouvèrent à partager les mêmes quartiers en dehors de Londres. À leur insu, leur conversation était soigneusement enregistrée. En mars 1943, von Thoma dit à Cruel qu'il n'y avait aucun progrès dans l'histoire des missiles. Cruel observa que l'absence d'explosion montrait qu'il y avait du retard dans le programme. Jones bondit. At that point, my deputy, Charles Frank, I remember it was Saturday afternoon, he was just sitting opposite me, just as you are here, you see, and he suddenly looked up from reading the interrogation report and said, look, we better take those rockets seriously. And from that point onwards, the whole temper of the story changed. Jones avait reniflé la proie, mais d'autres allaient suivre sa piste. Les chefs de l'état-major britannique étaient alarmés par la menace des missiles. Ils nommèrent Duncan Sandys, un futur ministre, président d'un nouveau comité pour gérer cette menace. Sandys était l'homme du moment. Jones semblait avoir été oublié. Ce fut le début d'une vive querelle entre les départements. Mais Jones continua à s'intéresser au programme de missiles avec les services secrets de l'armée de l'air. Et grâce à son rôle dans le Mi-6,
comme conseiller à la direction des activités des agents en Europe occupée. Jones eut ainsi accès aux photos de reconnaissance aérienne quand Sandys les avait vues. En juin 1943, 2 rapports tirèrent la sonnette d'alarme. Ils venaient de luxembourgeois qui travaillaient à Peenemünde parmi le contingent de soldats étrangers. Tous 2 mentionnaient les missiles. L'unité de reconnaissance photographique de la RAF avait des liens étroits avec Jones. Des avions furent envoyés pour photographier les installations de Peenemünde. Le 18 juin 1943, Jones découvrit enfin un missile sur une photo de Peenemünde. Une semaine plus tard, une autre photo fournit à Jones une image plus claire de cette proie fugace. Le missile semblait suffisamment réel. Le 29 juin, Jones assista à une réunion du comité de défense du ministère de la Guerre. It was one of those night meetings. It started at 10 o'clock at night, and most of us came in and seated ourselves, and then Winston himself came in, and the meeting opened with Winston asking Duncan Sands to review the evidence for the rocket and the prospective countermeasures. And Duncan Sands, having reviewed the evidence, I thought a little strongly, but nevertheless essentially correctly, then advocated that the Peenemünde should be bombed. At that point, Winston turned to Lord Cherwell, sitting over here, and asked him what he thought. Cherwell maintint que le missile n'était qu'un canular allemand. Les formes blanches de la photo n'étaient que des torpilles ou étaient destinées à dissimuler une autre arme secrète. Churchill demanda à Jones son avis. And I proceeded to demolish, I had to demolish Lindeman's case, you see. Well, could it be could it be a torpedo? Well, it was 40-odd feet long. It would weigh, according to the expert estimates, 40 tons. There was no German aircraft that could pick it up. And this went on right the way through. If it was a hoax, what was the result of the hoax going to be? We would bomb Peenemünde, which was one of the main German Air Force experimental establishments, you see, and a German Army establishment as well. And every point that I made, there was this comedy that went on. And in the end, of course, Cherwell's case was substantially demolished. Jones avait remporté la Manche et la décision de bombarder Peenemünde fut prise. La nuit du 17 août 1943, près de 600 bombardiers furent lancés dans une attaque des installations. Ce fut la seule fois de la guerre que tout le poids des bombardiers intervint dans un même raid et sur une cible précise. Ce raid allait être l'un des premiers dans lequel la Royal Air Force utilisait un chef bombardier qui devait rester au-dessus de l'objectif pendant toute l'attaque afin d'informer la force principale des endroits où larguer leurs bombes pour assurer une concentration maximale. Malheureusement, ce nouveau système n'était pas infaillible et les bombes furent trop largement disséminées. Les installations proprement dites furent relativement épargnées, alors que le gros de l'attaque tombait sur les habitations et les bâtiments administratifs de Peenemünde. Mais le raid avait fait quelques victimes importantes. Parmi les 735 Allemands tués, on trouvait le professeur Thiel, l'ingénieur en chef de Peenemünde. 600 travailleurs étrangers furent aussi tués. Après le raid, les services secrets anglais ne reçurent plus aucun rapport venu de l'intérieur de Peenemünde. Le raid avait retardé le programme de missiles d'environ 2 mois et poussa les Allemands à déménager la production des missiles vers un endroit plus sûr. À Londres, les Britanniques continuèrent à suivre les développements à Peenemünde. On installa un comité sous la présidence de Stafford Cripps, un ancien ambassadeur à Moscou. Après le raid sur Peenemünde, les services secrets portèrent leur attention sur le V1. Le service top secret Y, qui écoutait la radio allemande codée,
avait intercepté le trafic de 2 radars allemands hautement spécialisés stationnés sur la côte baltique. Il était clair que ces radars surveillaient les tirs d'essai de missiles de Peenemünde. Des références imprudentes au FZG-76 suggéraient qu'ils évaluaient les performances d'un avion sans pilote. Des rapports alléchants de la résistance française mentionnaient des fusées ailées. Il mentionnait aussi le colonel Max Wachtel comme l'officier choisi pour lancer une sorte d'offensive à partir du nord de la France et de la Belgique. Des informations concernaient de mystérieuses rampes construites dans le Pas-de-Calais. Plusieurs de ces sites étaient l'objet d'une surveillance étroite de la part de courageux résistants français. C'était un travail dangereux. La menace d'une arrestation et de la torture était toujours présente. Des rapports sur la construction des sites et sur leur forte protection antiaérienne parvinrent à Londres en provenance de France occupée. Mais la nature des armes lancées par les rampes n'était toujours pas claire. La reconnaissance aérienne d'une des installations satellites de Peenemünde à Zempin révéla l'existence de rampes semblables à celles construites en France et en Belgique. Les pièces du puzzle des services secrets se mettaient en place. Et la dernière allait se mettre en place. Elle le fut par Constance Babington-Smith, un analyste de photographie de reconnaissance qui avait participé étroitement à la surveillance de l'activité de Peenemünde. But here are the 3 structures which had puzzled me so much, and you see from the shadow that they're at an angle. You can tell they're sloping. And on the central one here, this tiny little smudge linked up with the small aircraft I'd already seen, and measuring it with my measuring magnifier, I could tell that the span was just 20 feet. In other words, this was the evidence we had been waiting for. Here was the midget aircraft on a ramp, a launching ramp. It was known to us then as the Peenemünde 20. Later, of course, it was known to a great many more people as the V1. Les services secrets britanniques avaient aussi bénéficié d'un test de V1 raté qui s'était écrasé sur une île au large du Danemark et qui avait été photographié en détail. En décembre 1943, des attaques concertées de bombardiers américains et anglais furent lancées vers tous les sites de lancement de V1 en France. La veille de Noël, plus de 1000 avions déversèrent près de 2000 tonnes de bombes sur les rampes et sur les bâtiments voisins. Inquiet, le colonel Wachtel tenta d'égarer les Alliés en déplaçant son quartier général, en changeant son propre nom et celui de son régiment, et finalement en laissant pousser ses cheveux et sa barbe. Mais la résistance française suivait à la trace Wachtel et son quartier général itinérant et informait les Britanniques de chacun de ses mouvements. À Londres, Jones et son équipe avaient estimé au départ que le retard causé au programme de V1 ne permettrait pas le bombardement de la capitale avant la mi-mars 1944. Jones avait sous-estimé les problèmes causés par le bombardement de Peenemünde et le transfert de l'usine de missiles V dans une installation énorme des montagnes de Harz, en Allemagne. Au cours des semaines précédant le jour J, le 6 juin 1944, les Londoniens furent épargnés par les V1. Ceux-ci ne commencèrent pas avant que les Alliés aient établi une tête de pont en Normandie. Le 13 juin, une semaine après le débarquement du jour J, les premiers V1 traversèrent la Manche en tout sautant. La deuxième bataille d'Angleterre avait commencé.
Les Allemands avaient prévu de lancer 500 V1 par jour, mais les bombardements alliés contre les premiers sites avaient réduit leur capacité. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un V1 s'écrase pour révéler ses secrets. Le V1 était une arme étonnamment simple, relativement peu chère et facile à produire. Il était équipé d'un propulseur Argus qui avait été breveté en France en 1907 déjà et qui, en 1919, avait été proposé comme moteur pour un avion sans pilote. Le V1 pouvait être catapulté d'une rampe ou d'un avion et voler vers sa cible à une altitude de 1500 à 2000 mètres et à une vitesse de 500 km/h. Sa plongée vers l'objectif à une distance déterminée était contrôlée par la rotation d'une petite hélice. Le V1 posait de difficiles problèmes à la défense antiaérienne anglaise. Il volait trop haut pour la DCA et trop bas pour l'artillerie lourde. Les plus vieux chasseurs de la RAF essayaient de les intercepter. Au début, les défenses antiaériennes britanniques furent proches de céder. Des batteries antiaériennes furent envoyées d'urgence de Londres sur la côte sud. Ils tiraient à présent de nouveaux obus américains qui donnaient au canon une précision qu'ils n'avaient jamais atteinte. Des 4000 V1 abattus au sud de l'Angleterre, environ la moitié revenait à l'artillerie coordonnée par les radars. Pour les V1 qui avaient réussi à franchir le mur de canon, il y avait encore d'autres obstacles qui les attendaient à l'intérieur des terres. Les câbles des barrages de ballons attachés qui défendaient les villes anglaises depuis 1939 causèrent la perte de 230 autres V1. Mais le mérite principal revint aux nouveaux chasseurs, comme le Hawker Tempest, qui atteignait une vitesse maximale de 650 km/h. Les pilotes de chasseurs attaquant les V1 devaient avoir des nerfs d'acier. S'approchant de leur proie rapide, ils ouvraient le feu le plus près possible. Mais il y avait une autre méthode que le pilote de chasseur Roland Beaumont nous rappelle. Which was tipping the V1 over by the wingtip of the fighter. And this happened in my own case when I'd used up my ammunition on one V1, saw another one, and decided to try and do something about it. And the method was to get your wingtip close underneath the wingtip of the V1, but not touching it, and then gradually raise your own wing to raise the airflow over it to affect the gyro stabilization of the V1. So you lifted your wingtip under the wingtip of the V1 and toppled it over, and it went in and crashed. Le premier chasseur à réaction opérationnelle de la RAF, le Gloucester Meteor, fit ses débuts en combat contre le V1. En tout, les chasseurs de la RAF abattirent 1771 V1. L'un des épisodes les plus spectaculaires et dangereux de la guerre des bombardiers contre les V1 fut la destruction des sites de lancement à distance. De vieux B-24 Liberator et des forteresses volantes B-17 usées furent chargés d'explosifs puissants qui les transformaient en énormes bombes volantes contenant près de 15 tonnes de torpex déclenchées par un détonateur à impact. Ces avions, portant le nom de code Aphrodite, étaient pilotés par deux hommes qui déclenchaient le détonateur et sautaient de l'avion avant qu'il ne franchisse la côte anglaise.
le bombardier continuait sa route, guidé vers l'objectif par un avion de contrôle. On constata leur puissance quand un Aphrodite piloté par Joe Kennedy, le frère aîné du futur président des États-Unis, explosa prématurément. L'explosion s'étendit dans un rayon de 9 km. La plupart des 6200 V1 qui touchèrent le sol anglais tombèrent avant d'atteindre leur objectif, le centre de Londres. Ce fut le résultat d'un piège ingénieux imaginé par Jones. Les services secrets militaires allemands, l'Abwehr, avaient demandé à ses agents en Angleterre de faire rapport sur toute chute de V1. L'Abwehr ignorait que ces agents avaient été retournés par les Britanniques et qu'ils fournissaient à leurs anciens patrons de faux rapports indiquant des tirs trop longs. Un V1 qui avait explosé dans le sud de Londres était renseigné comme ayant atterri dans le nord afin d'encourager les Allemands à réduire leur portée. Wachtel avait des doutes et demanda que quelques V1 soient équipés d'émetteurs afin de suivre leur parcours. Mais ses supérieurs avaient une telle confiance dans leurs agents qu'ils refusèrent. Les Alliés franchissaient la tête de pont de Normandie pour se lancer dans une course à travers le nord de la France. Les sites de lancement de V1 furent envahis. Mais dans leur retraite, les Allemands en construisirent de nouveau en Hollande. Au bombardement continu du sud de l'Angleterre s'ajoutait un blitz de bombes volantes sur le port belge d'Anvers qui avait été libéré par les Alliés en septembre 1944. Quelques 2500 V1 tombèrent sur Anvers. La menace des V1 n'était pas éliminée par la capture des sites de lancement grâce à l'avancée alliée. Les Allemands avaient un autre atout dans leur manche. Ils commencèrent à lancer des V1 à partir de bombardiers volant au-dessus de la mer du Nord. Environ 1 millier furent lancés de cette façon. Les bombardiers subirent de lourdes pertes causées par des chasseurs de nuit de la RAF. Des V1 qui avaient atteint l'Angleterre, 2400 tombèrent sur Londres. Les dommages furent graves et étendus. Les bombes volantes tuèrent plus de 6500 personnes et en blessèrent gravement 3 fois plus. Une fois de plus, les Londoniens trouvaient refuge dans les stations de métro. Ils se réfugiaient aussi dans de nouveaux abris profonds construits après le Blitz, et ils survécurent. Au début de la campagne des V1, Jones n'avait pas perdu de vue la menace des V2. La reconnaissance aérienne avait pris des photos d'une nouvelle station expérimentale à Blizna, en Pologne. Elle montrait un ensemble d'énormes cratères et aussi un missile. La résistance polonaise forma des équipes qui réussirent à atteindre les missiles écrasés lors des essais, avant les Allemands. Les informations qu'ils recueillirent furent envoyées à Londres. Le jour où le premier V1 tomba sur l'Angleterre, le 13 juin 1944, un V2 incontrôlé s'écrasa en Suède. Le dossier V2 de Jones devenait plus épais. Mais les redoutables SS avaient pris la responsabilité de la production des missiles dans une usine souterraine à Nordhausen, dans la montagne de Harz. L'immense usine était comme une grotte des Nibelungen modernes. Une petite armée de travailleurs esclaves venus du camp de concentration voisin de Dora fournissait leur travail forcé. Au départ de Dora, les missiles étaient transportés par la route ou par le train vers leur site de lancement. Mais sur le front de l'Est, les Russes repoussaient implacablement les Allemands jusqu'aux frontières du Reich.
les sites d'essai des V2 étaient menacés par l'affaiblissement de l'armée allemande. Le temps manquait pour Blizna. Et en juillet 1944, elle était envahie par les Russes. Les Britanniques étaient impatients d'examiner ses secrets. Le leader soviétique, Joseph Staline, accepta qu'une délégation britannique puisse inspecter le site. Il en résulta une partie de cache-cache ridicule, mais très efficace pour les Russes. Les équipes britanniques furent accueillies chaleureusement à Blizna à la fin septembre 1944. Les pièces de V2 qu'ils retrouvèrent furent alors perdues par les Russes. Quand les caisses arrivèrent finalement en Angleterre, elles ne contenaient qu'une collection de vieux moteurs d'avions rouillés. Pendant ce temps, on découvrait d'autres pièces du V2 en Pologne. Le 20 août, un V2 avait atterri sans exploser dans un marécage à 120 km à l'est de Varsovie. Les Polonais qui l'avaient trouvé l'enfoncèrent plus profondément sous l'eau. Quand les équipes de recherche allemandes furent parties, ils retournèrent sur place pour récupérer plusieurs de ses pièces principales. Les pièces furent embarquées en Pologne par un Dakota anglais venu du port italien de Brindisi. Le Dakota avait ensuite regagné l'Angleterre avec sa précieuse cargaison. Chez les Allemands, on discutait de la meilleure méthode de déploiement des V2. Von Braun et Dornberger étaient favorables aux lanceurs mobiles. Mais cela avait soulevé le problème du montage et de l'entretien de ce délicat mécanisme sur le terrain, avec tous ses inconvénients. Mais Hitler avait préféré depuis longtemps construire d'énormes sites de lancement permanents dans le nord de la France. La construction de deux énormes installations à Wizerne et Watten dans le Pas-de-Calais avait commencé en octobre 1943. Le dôme de Wizerne, la coupole, s'éleva bientôt dans le paysage. La coupole avait été conçue comme un système complet de lancement avec les pièces de V2 arrivant par le rail dans un tunnel souterrain. Les missiles seraient alors assemblés et armés dans un vaste atelier sous le dôme. Ils devaient être ensuite déplacés vers les rampes de lancement à l'étage. On prévoyait de lancer 50 V2 par jour. À partir de mars 1944, les aviations américaines et anglaises soumirent la coupole à un bombardement constant. Mais les bombardiers alliés ne pouvaient qu'érafler l'épaisse carapace de béton. Cependant, ils endommagèrent gravement les environs et transformèrent le site en paysage lunaire. Les Alliés envahirent le nord de la France avant que ces énormes installations ne tirent le moindre V2. En septembre 1944, les Anglais et les Américains essayèrent de reconquérir le Rhin au cours d'une opération aérienne de grande envergure. Elle échoua à Arnhem. La majorité de la Hollande resta aux mains des Allemands comme base potentielle de lancement de V2 mobiles. Ces sites de lancement mobile ne nécessitaient qu'une rampe de béton et un véhicule de commande. Ils posaient un problème difficile aux Alliés. Les V2 étaient mobiles et protégés de toute attaque, sauf lors du transport depuis l'usine. Après leur lancement, les V2 ne pouvaient pas être interceptés, grimpant à une altitude de 6000 mètres avant de descendre à 4 fois la vitesse du son et en faisant entendre un énorme double bang qui annonçait son arrivée. Seul un V2 désarmé fut filmé au cours de sa descente.
Ce n'est qu'en novembre 1944 que le ministère de la Guerre informa le public de l'existence du V2. Le gouvernement avait redouté une immense panique. On avait même envisagé l'évacuation de toute la population de Londres. La meilleure stratégie consistait à attaquer les V2 pendant leur transport à travers l'Europe jusqu'à leur site de lancement. La campagne des V2 atteignit son apogée en février 1945, quand 232 missiles tombèrent dans le sud de l'Angleterre. Au total, 1115 tombèrent, dont 517 dans la région de Londres. Les deux derniers explosèrent en mars 1945. En tout, les missiles avaient tué près de 3000 personnes. Comme avec le V1, la ville d'Anvers fut aussi bombardée par des V2. La menace existerait tant que l'avancée des Alliés à travers l'Europe du Nord ne réussirait pas à repousser les V2 au-delà de leur portée maximale de 330 km. Le missile avait été conçu aux limites de la technologie. Son système de guidage gyroscopique était bien en avance sur tout ce que les Alliés connaissaient, et le moteur électrique qui actionnait le gyro était le plus petit de son genre. Mais le V2 coûtait 20 fois plus que le V1 pour ne transporter qu'une tonne d'explosifs. En 7 mois, les V2 avaient transporté difficilement 500 tonnes d'explosifs vers Londres, alors qu'à la fin de la guerre, les bombardiers anglais et américains pouvaient larguer jusqu'à 8000 tonnes de bombes sur une seule ville allemande en une seule attaque combinée. Malgré l'intelligence de sa conception, le V2 était un prodigieux gâchis de haute technologie. On avait suggéré que quelques V2 devaient être modifiés pour transporter des charges bien plus redoutables, des armes chimiques, biologiques ou même nucléaires. C'est un sujet sur lequel Wernher von Braun est resté silencieux dans ses mémoires. Des développements du V2 auraient pu être armés de matériaux de radiation provenant du programme allemand de bombes atomiques, même s'il avait plusieurs années de retard sur celui des Alliés. En quantité suffisante, ces armes nucléaires grossières auraient pu transformer des régions entières du Sud en déserts irradiés. Cela peut peut-être expliquer la grandeur et la complexité d'un site comme Watten avec ses stations de contrôle. Ces installations gigantesques tombèrent aux mains des Alliés avant que le programme de lancement de V2 atteigne sa vitesse de croisière. Avec lui, s'épanouissaient les espoirs allemands d'un nouveau super-missile nommé le A-10, qui aurait utilisé le V2 comme deuxième étage et aurait pu atteindre New York. La logique serait de penser qu'ils auraient dû transporter quelque chose de bien plus redoutable que des explosifs. L'effort colossal déployé dans leur développement et leur production ne pouvait pas être justifié par une ogive d'une seule tonne d'explosifs conventionnels. Le supermissile rejoignait la longue liste des armes secrètes non réalisées de Hitler, avec lesquelles il avait vainement espéré reculer l'inévitable défaite de l'Allemagne. Le jour de la victoire, la foule fêta la fin de la guerre en Europe. Les missiles V capturés furent présentés sur Trafalgar Square à Londres, alors que la RAF volait triomphalement au-dessus des ennemis qu'elle avait tant contribué à vaincre. Mais ironiquement, le véritable vainqueur dans l'histoire des missiles V était peut-être bien Wernher von Braun. Avec toute son équipe de recherche, il se rendit aux Américains. Dans les années de l'après-guerre, il allait devenir le père du programme spatial américain.